J'appelle maintenant Monsieur le Premier Avocat Général de la Cour de cassation, Dominique Gallardo. Monsieur le Premier Avocat Général, vraiment, je vous remercie de votre présence. Ça rehausse notre académie. Et alors, en plus de ça, je vais vous dire franchement, j'ai été agréablement surpris. Je vous ai appelé, vous m'avez dit tout de suite oui. Vous m'avez pas dit, je vais voir mon agenda, tout ça. Vous m'avez dit oui, je viens à l'Académie nationale de chirurgie. On a travaillé beaucoup dans l'équipe de travail, tout à fait, relatif à l'expertise. Oui. Je suis très honoré, bien évidemment, de participer à votre réflexion, même si, autant le préciser d'emblée, je ne suis pas un spécialiste des questions médicales et encore moins médecin. Le thème retenu pour cet après-midi est au cœur d'une problématique bien plus générale concernant tous les acteurs publics ou privés, tant notre société poursuit à la fois un culte pour la transparence, tout en conservant un goût certain pour le secret, en tout cas pour tout ce qui touche à la vie privée. Il nous faut trouver un juste milieu entre les injonctions contradictoires. La notion de conflit d'intérêt est au cœur de cette problématique. Cette notion, pas toujours facile à définir, recouvre d'autres objectifs que toute personne qui contribue un tant soit peu à la vie publique se doit de respecter: l'impartialité, l'objectivité, la loyauté, la probité, toutes ces notions que vous connaissez. Et je sais les efforts faits par vos ordres professionnels pour développer cette culture de la déontologie. Parce que la question, bien sûr, des conflits d'intérêts et des liens d'intérêts vient directement rencontrer les questions déontologiques. Nombre de professions ont ainsi leurs règles propres de déontologie, à commencer par le corps médical, qui, au-delà du serment qui est le vôtre, a son propre code de déontologie médicale, selon lequel le médecin ne peut aliéner son indépendance, la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un syndicat de complaisance est interdite, les membres des professions médicales qui ont des liens avec les entreprises, établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître. Tout ça va dans le même sens. Tout exercice professionnel, dans sa relation avec les tiers, patients, clients, partenaires commerciaux, revues scientifiques, ne peut s'exercer sans un minimum de confiance. Et cette confiance ne peut s'acquérir qu'à travers cette impartialité, cette objectivité et bien évidemment la probité. Or, le fait que vous, médecins, éventuellement médecins experts auprès des tribunaux ou de tel ou tel organisme public ou privé, que vos états de service ou vos publications attestent de votre excellence ne peut suffire à eux seuls à attester de cette confiance, à attester de l'absence de conflit d'intérêt aux yeux des tiers avec lesquels vous êtes en relation. Cette confiance, ce lien ne se présume pas nécessairement. Vous êtes les premiers à savoir que lorsque, pour une raison quelconque, justifiée ou non, ce lien de confiance disparaît, que le conflit peut se poursuivre dans le cadre contentieux, où les intérêts des parties deviennent profondément antagonistes, sont alors susceptibles de perturber votre exercice professionnel, voire de porter atteinte à votre réputation. Tous les moyens peuvent être bons pour discréditer votre compétence ou votre pratique professionnelle. Vous savez comme moi que les réseaux sociaux amplifient ce phénomène. Plus encore, pour ceux d'entre vous exerçant dans le cadre public, le conflit d'intérêts peut se transformer en prise illégale d'intérêt, notion entendue largement par la jurisprudence et pénalement sanctionnée. Autant prévenir ab initio ces conflits potentiels. Inutile d'attendre que vous soyez mis en cause en qualité d'expert, en qualité de médecin, que des questionnements sur ces liens supposés avec telle ou telle partie apparaissent. La seule solution, me semble-t-il, pour faire échec a priori à de telles mises en cause, à de telles stratégies de déstabilisation, est la prévention des conflits d'intérêts, laquelle repose, pour reprendre les termes du rapport Sauvé, sur la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique, sur un juste équilibre entre une transparence respectueuse de la vie privée, une confiance renouvelée dans les acteurs publics et une responsabilité renforcée de ceux-ci. Je pense que l'on peut directement appliquer cette définition à vos missions de médecin ou d'expert. Encore faut-il savoir ce que l'on entend par conflit d'intérêts. La définition la plus couramment admise est qu'il y a conflit lorsque l'intérêt personnel de l'acteur public, du décideur, du professionnel est effectivement susceptible d'influencer ou de paraître influencer ses décisions ou sa pratique professionnelle. Sont en cause donc un intérêt personnel, notion qui peut être entendue largement, au-delà de l'intérêt financier, pour soi, mais aussi pour ses proches. Cela peut être un intérêt professionnel, des relations d'affaires, un intérêt amical ou tout autre,
à commencer par la connaissance personnelle d'une des parties dans une expertise quand vous intervenez comme expert. Intérêt personnel susceptible d'influencer. Tel est le cas quand la décision, la solution retenue est prise en fonction de cet intérêt. Pour vous, médecins, si vos choix thérapeutiques sont pris en fonction d'autres intérêts que celui des règles de l'art, que l'intérêt du patient. Si votre exercice professionnel, vos contributions écrites, vos rapports aux expertises ou expertises scientifiques sont guidés par d'autres intérêts que la recherche de la vérité scientifique. Pour ceux d'entre vous qui sont experts, à quelque titre que ce soit, si vos travaux puis vos conclusions étaient prises en fonction de cet intérêt et non plus en fonction de la recherche de la vérité scientifique et de la mission qui vous a été assignée. Susceptible d'influencer ou paraissant susceptible d'influencer. C'est là le point le plus important. Ce qui compte, ce qui peut caractériser un tel conflit, c'est l'apparence, le doute qui peut peser sur votre mission. Peu importe que celle-ci soit en effet affectée ou non par ce lien d'intérêt. Ce point est important. Il faut bien en saisir la portée. L'apparence de conflit à elle seule peut susciter le doute et la perte de confiance. Il importe donc de s'en prémunir. C'est la notion d'apparence objective laquelle l'emporte sur toute autre considération. Cet intérêt peut être direct ou indirect, par personne interposée. Le lien d'intérêt créant le doute peut être actuel, passé ou futur. En qualité de médecin, il y a conflit potentiel quand votre exercice professionnel ne semble plus guidé par l'intérêt et par vos règles déontologiques, par la recherche de la meilleure solution thérapeutique possible, mais peut être dicté par d'autres considérations qui vous sont propres. En qualité d'expert, il y a conflit potentiel quand votre mission ne semble plus guidée par le souci de la recherche de la vérité, mais peut être faussée par d'autres considérations qui vous sont propres. La partialité peut résulter d'une convergence d'intérêts, mais également d'un antagonisme, réel ou potentiel ou supposé, mais également de toute situation suscitant le doute sur d'éventuels liens de dépendance. En votre qualité de médecin et plus particulièrement de chirurgien, vous pouvez être exposé certainement à certains conflits, par exemple le choix entre tel ou tel matériel, tel ou tel équipement, ou plus encore le choix entre tel ou tel produit provenant d'un laboratoire avec lequel vous avez un lien, notamment à des fins de recherche ou d'expérimentation. La problématique est bien connue, mais également conflit potentiel avec l'institution qui vous accueille, conflit potentiel avec des liens commerciaux, professionnels, si par exemple, pour tel ou tel spécialiste, eh bien, qui aurait des intérêts financiers dans un laboratoire, dans une start-up spécialisée dans le même domaine. Il en va de même de l'expert, qui plus est peut-être ou a pu être en lien d'intérêt avec une compagnie d'assurance, qui peut avoir une connaissance particulière avec une des parties, à commencer par un médecin parti dans ce contentieux. Je crois que vous êtes les mieux à même, et je sais qu'il y a de nombreux travaux sur ces sujets, pour déterminer les zones de risque propres à votre exercice professionnel, pour préciser les conditions de vos relations avec les tiers, laboratoires et fournisseurs. L'impartialité objective est au cœur de la confiance que tout un chacun doit avoir dans la médecine, dans la recherche médicale, dans ses acteurs, dans la justice, dans ses experts. Or, cette impartialité objective, qui, vous l'avez compris, ne se présume pas, le simple respect par vous-même de vos obligations déontologiques ne saurait suffire à attester de votre exercice professionnel indépendant, impartial et respectueux de vos obligations. Cette impartialité doit être établie, me semble-t-il, aux yeux des tiers, lecteurs de vos contributions scientifiques, magistrats qui vous ont confié une mission, pour que tout doute soit a priori écarté et que la relation de confiance soit établie. Certes, tout lien d'intérêt n'est pas nécessairement porteur de conflit. Il faut probablement une certaine intensité dans ce lien. Mais seule une transparence sur ces liens peut permettre de lever le doute que ce lien porte en lui-même. Or, un des seuls moyens dans tous les domaines pour établir cette confiance et prévenir d'éventuels conflits d'intérêts est la transparence. Un des moyens, pour certaines professions, est la déclaration d'intérêt, c'est-à-dire plus précisément la déclaration des liens d'intérêt exigée donc par certaines professions, qui est le seul moyen d'assurer cette transparence. Le respect du code de déontologie ne peut à lui seul suffire. La confiance du patient, comme celle du justiciable,
ne peut non plus reposer sur la seule conscience professionnelle du médecin ou de l'expert, me semble-t-il. De nombreuses professions sont désormais soumises à déclaration des liens d'intérêt selon des modalités propres à chaque profession. Les magistrats, les membres de certaines autorités publiques, à commencer par les membres de la Haute Autorité de Santé. Je pense notamment à tous les experts amenés à produire des avis, des rapports scientifiques pour telle ou telle autorité médicale, climatique, nucléaire ou autre. Les experts près de la Cour de cassation ont récemment réfléchi à l'établissement d'un formulaire de déclaration d'intérêt. Chaque profession a ses propres mécanismes de prévention répondant aux particularités des missions de chacun. Il ne saurait y avoir de formule unique de déclaration d'intérêt, d'autant que cette notion a une certaine relativité. Pour autant, ce qui est important, ça a été précisé tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où vous-même avez un doute, vous-même vous posez la question de conflit éventuel, un doute sur la nature du lien qui vous unit à telle ou telle personne, à telle ou telle société, à tel ou tel organisme, le mieux, c'est la transparence. Cette transparence, selon les professions, peut être le fait de s'ouvrir auprès d'un comité déontologique, auprès d'un organisme déontologique, comme il en existe dans certaines structures, et je crois savoir qu'il en existe directement à la PHP, par exemple. Ça peut être aussi, pour les experts, de s'en ouvrir directement auprès du magistrat qui vous a désigné et qui pourra alors soit dire, eh bien, écoutez, il n'y a pas de problème, c'est connu de tous, les parties réagissent éventuellement, disent ça nous paraît un lien qui peut poser problème, ou au contraire, elle ne manifeste aucune opinion, et le magistrat tranche en vous disant écoutez, oui, continuez votre mission, ou au contraire, il me semble qu'il est plus prudent de renoncer à cette mission. Voilà, je crois que c'est en cas de doute cette nécessaire transparence qui permet de vous préserver, parce que c'est quand même ça, je pense, la question importante. Il convient de préserver le déroulement d'une procédure, mais il convient aussi de préserver vos conditions d'exercice professionnel. Hein, ce qui compte, c'est bien que ce lien soit connu en toute transparence pour permettre aux institutions avec lesquelles vous collaborez, aux revues qui accueillent vos contributions, aux magistrats qui vous désignent, de prendre position. Vous êtes donc les mieux placés pour identifier les zones de risque, de suspicion en fonction de vos activités respectives, de définir les modes de prévention qui sont les mieux appropriés. Mais soyez-en persuadés, il n'y a pas d'autre moyen de prévention des conflits a priori que celui, sous une forme ou sous une autre, d'une déclaration d'intérêt. La crainte de la sanction a posteriori, la crainte de la poursuite disciplinaire ne saurait suffire et ne saurait répondre à cet impératif de transparence. Seule la déclaration, selon des modalités à définir, me semble facteur de transparence et à même de lever le doute et de chasser la suspicion, ce véritable poison qui porte atteinte à la confiance dans l'exercice professionnel de chacun. C'est la meilleure protection pour vous-même et pour votre exercice professionnel. Je sais qu'il y a un certain paradoxe. Si vous êtes chirurgien reconnu, au niveau national, c'est précisément parce que vous avez une expérience, une expertise, faites des recherches, c'est que vous avez exercé une activité qui nécessairement vous a amené à établir des liens professionnels de haut niveau avec nombre de vos confrères, avec nombre d'autres professionnels. C'est bien pour cela que vous avez acquis une expertise de haut niveau. Mais cela ne saurait exclure une certaine transparence dès qu'il y a interrogation, dès qu'il y a doute, que seule donc cette transparence peut, à travers des mécanismes qu'il vous appartient de définir, peut contribuer à lever tout que. Voilà, c'est ce point que je voulais souligner. Je crois que la seule solution, quand vous vous interrogez, c'est d'être vis-à-vis de vos interlocuteurs le plus transparent possible pour que le problème soit sur la table et qu'on ne vienne pas a posteriori vous créer des ennuis, qu'on ne vienne pas a posteriori demander la nullité de l'expertise sur laquelle vous aurez travaillé pendant des mois et des mois. C'est ces quelques mots que je souhaitais vous adresser. Oui, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Gaillardeau, mais je le savais que vous alliez faire quelque chose de clair et instructif. Je suis totalement d'accord. La transparence, toujours la transparence, ça c'est une chose. En plus de ça, il y a effectivement les problèmes des laboratoires, c'est sûr. Laboratoires avec lesquels on travaille soit pour des recherches scientifiques, soit ou également
avec des royalties à la clé. C'est qu'il ne faut pas négocier. En vous écoutant, je pensais à l'adage qui nous vient du NICE, je crois, qui est la haute autorité de santé anglaise, qui dit un médecin sans lien d'intérêt ou un expert sans lien d'intérêt est un expert sans intérêt ou sans aucun intérêt. C'était un peu l'idée. Alors, j'ai bien retenu les deux mots-clés, c'est probité et transparence. Mais à un moment donné, vous avez eu une expression apparence objective. Alors, pour moi, c'est un oxymore, parce que, surtout pour un scientifique, parce que le scientifique doit s'éloigner de l'apparence, il va aller au fait objectif. C'est toute la question. Alors, sans doute le commenterez-vous, vous voulez peut-être intervenir. Les justifiables sont plus attachés à l'apparence qu'à la réalité. C'est tout le problème. Oui, c'est tout le problème. Et moi, la presse et les médias Parlez sont les premiers à dénoncer. Parlez dans le micro, parlez dans le micro. Pardon. Voilà. Hein, voilà, c'est toute la difficulté. Il n'y a pas simplement la réalité du lien, mais je pense qu'il vous appartient de vous prémunir dans ce qui peut apparaître comme un lien de dépendance. le tribunal médiatique, c'est quelque chose dont on a du mal parfois à cerner le contour. Je voulais parler de cas concrets. On voit ici, dans cette enceinte scientifique, des jeunes chirurgiens, des jeunes médecins qui ont développé un projet personnel, qui ont été amenés à fonder une entreprise, à lever des fonds et à commencer à présenter les dossiers à des instances administratives, on va dire, comme la Haute Autorité de Santé ou d'autres. Et à ce moment-là se pose véritablement un lien très direct, clair, un lien financier entre l'idée scientifique qui est défendue et la réalité de l'entreprise qui va aller se battre sur le terrain concurrentiel, on va dire, où des fonds ont été mis. Et comment voyez-vous les choses? J'ai très volontairement cité cet exemple. Oui, c'est pour ça que je rebondis dessus. Il me semble que ce soit dans votre pratique alors, de médecin ou d'expert, ce qui compte, c'est que la décision que vous allez être amené à prendre, médicale ou en tant qu'expert, ne soit pas liée par cet objectif, par ce rapport avec vos intérêts financiers personnels, avec la start-up que vous allez développer, mais lié avec le seul intérêt des connaissances scientifiques et de votre niveau d'expertise. D'accord, mais il peut se présenter objectivement, comme vous dites, on peut se présenter avec un lien déclaré d'intérêt et défendre le dossier scientifique, parce que par définition, au début, on présente une infime minorité et peu de gens connaissent des dossiers qui sont en général très pointus. Et c'est pour ça que la transparence est quand même la meilleure des réponses. Professeur Benamou. Oui, je voulais vous demander dans quelle mesure, certes, on compte sur la vertu des collègues qui disent je suis transparent, mais est-ce que dans le cadre d'une institution judiciaire, est-ce qu'on n'est pas dans une espèce d'obligation peut-être d'aller un peu plus loin dans la normalisation de cette déclaration de non-conflit d'intérêt, d'obligation, et qui soit un peu comme on le fait maintenant pour le financement de la vie publique. Les députés sont bien obligés, les ministres ne peuvent pas échapper à une déclaration obligatoire. Est-ce qu'on peut aller dans ce sens ou est-ce que c'est aller trop loin? C'est une des questions qui a été longuement discutée au sein d'un groupe de travail auquel nous avons participé sur le statut de l'expert. Et l'association des experts près la Cour de cassation vient, je crois, lors de sa dernière assemblée générale, d'établir un document à cette fin. Hein. On va dans ce sens. En tout cas, c'est mieux parce qu'il faut que ce soit complètement objectif et qu'il y ait une trace qui puisse être incriminée ou non. Oui, lorsque nous faisons des communications scientifiques dans des congrès nationaux ou internationaux, en général, sur la première diapositive, on met je jure de ne pas, je ne sais pas si on met je jure d'ailleurs, mais je n'ai pas de conflit d'intérêt, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose au début d'une expertise, où habituellement on commence par mettre une formule je certifie avoir accompli cette mission de façon personnelle? On pourrait rajouter simplement et n'avoir pas de conflit d'intérêt sans faire un discours. Moi, j'y suis personnellement très favorable, mais à titre personnel.
Professeur Joannet. Est-ce qu'il n'y a pas un cas plus difficile lorsqu'il s'agit de pathologies très spécifiques? Tu évoquais l'histoire du rachis avec cette affaire. Mais est-ce qu'il y a autant d'experts que ça, très spécialistes du rachis? Et dans ces cas-là, est-ce que le lien d'intérêt ne va pas pénaliser le patient en pratique? On sait bien, et c'est dans tous les domaines, même au-delà de la médecine, je veux dire, il y a peu d'experts en matière nucléaire qui n'ont pas travaillé avec l'industrie nucléaire. Il y a peu d'experts en aéronautique en France qui n'ont pas travaillé avec Airbus ou avec Air France. Le principal, et c'est là où j'appelle la transparence, le principal, c'est que ce soit connu, qu'on ne vienne pas a posteriori dire « Ah, mais vous avez travaillé avec tel ou tel ». Si c'est connu, ensuite, on en tire des conclusions dans un sens ou dans l'autre. Mais au moins, le doute est levé. Au moins, on sait. Dans les situations extrêmes, il y a la possibilité avec l'Europe de prendre un expert belge ou hollandais, ce qui s'est déjà passé récemment en médecine légale. Ils ont pris un patron de médecine légale belge. Mais c'est vrai qu'il y a des matières où il y a très peu d'experts. Et de plus en plus. On me dit, on répète une phrase peut-être importante, ne pas confondre conflit d'intérêt et lien d'intérêt. Tout lien d'intérêt n'est pas nécessairement. C'est pas forcément malhonnête d'avoir eu un lien d'intérêt, mais c'est valable pour la Haute Autorité de Santé, pour la problématique des médicaments. Vous cherchez un expert sur les maladies immunologiques, etc. Il y en a peu qui sont. Et donc, on est bien obligé de prendre ces experts-là. Jacques Caton voudrait intervenir. Tu as la parole, Jacques. Ouvre ton micro. Alors, le micro, Jacques. Oui, je vais revenir sur l'histoire justement de la Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé a éliminé tous les experts qui avaient un lien d'intérêt quelconque. C'est parce que je reviens à l'adage d'un expert sans lien d'intérêt est un expert sans intérêt. C'est vrai que les experts les plus compétents sont ceux qui connaissent bien le problème et donc qui ont un intérêt. Mais en médecine, au niveau de la Haute Autorité de Santé, on s'est efforcé d'éliminer tous ces experts, y compris avec des liens d'intérêt déclarés. Alors là, ça pose vraiment un problème et je pense qu'un jour, il faudrait remédier à ça. Mais comment? En relation avec la Haute Autorité de Santé, je crois que c'est un débat. Garderai de m'immiscer dans... C'est un débat que nous devrons avoir avec la Haute Autorité de Santé. À tel point qu'il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé, pour appuyer ce que dit Jacques Caton, qui ont été immédiatement contestées par la société savante, en disant « nous n'avons pas participé, nous estimons que ces conclusions ne sont pas valides ». Donc c'est vrai que ça pose, en ce qui concerne la HAS, des vraies questions. Mais ça ne doit pas contrevenir à la transparence. Très bien. Merci. Merci, M. Gaillardeau. Merci beaucoup.